Étienne Giguère. Donc, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval. Aujourd'hui, pour cette présentation, je suis accompagné de ma collègue Anne-Sara Daigle-Martin, qui va me donner un bon coup de main là, avec les questions que vous aurez l'occasion de poser à la fin de la rencontre. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, en fait, là, c'est une webconférence où on fait le portrait spécifique de chacun des 12 axes de recherche qu'on appelle également les pôles d'excellence en sciences et génie. Et on va vous présenter également un échantillon concret des projets de recherche pour lesquels nous recrutons activement des personnes candidates au cycle supérieur. Puis, dans quelques instants, en fait, là, je vais vous partager d'ailleurs la première diapo pour la webconférence. Donc, bonne présentation. Donc, j'en profite déjà pour vous inviter aussi à notre prochaine webconférence, c'est-à-dire jeudi le 20 février à midi, heure du Québec, donc dans quelques jours. La conférence s'appelle Trouver votre direction de recherche. Donc, aujourd'hui, on n'abordera pas ce volet, mais vous allez voir que c'est un élément important. Donc, on a déjà là, le lien qui va vous être partagé dans quelques instants dans le clavardage. Oh, excusez-moi, je n'avais pas terminé mon partage. Donc voilà, c'est bien parti. Alors allons-y. Résumé finalement de la présentation, on va vous présenter l'Université Laval, on va vous présenter également la Faculté des sciences et génie. On va évidemment aller avec les 12 axes de recherche et finalement nous terminerons avec une période de questions qui pourra se faire de façon verbale ou encore à l'écrit dans notre clavardage. Donc, l'Université Laval, c'est un campus qui fait environ 2 km² de superficie, dont 60 est occupé par des espaces verts. Le campus est en plein cœur de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery à Québec, donc dans la ville de Québec, et est à proximité des centres d'achat et de plusieurs services comme les restaurants, épiceries, pharmacies et centres sportifs. Nous sommes très bien desservis par le réseau de transport de la capitale qui s'appelle le RTC. D'ailleurs, pour les futurs étudiantes et étudiants qui viendront étudier chez nous, vous pourrez bénéficier d'une entente négociée entre l'Université Laval et le RTC qui vous permettra de circuler pendant toute la session sur le grand territoire de la ville de Québec. Sur le campus, on compte 17 facultés ainsi que 40 pavillons d'enseignement, de recherche, de services et des installations sportives. Tous ces pavillons sont interconnectés par un réseau de tunnels souterrains qui peut être très utile d'ailleurs à cette période-ci de l'année où il fait un peu plus froid et qu'il y a beaucoup de neige. Nos pavillons. Donc, on a trois pavillons principaux au niveau des sciences et génies. Donc, le VCH, qui est le pavillon Vachon, où se déroulent la plupart des cours de sciences. Le pavillon PLT à votre droite, donc le pavillon Pouliot, dans lequel tous les laboratoires et les ateliers de génie mécanique sont installés. Et finalement, le COPL, le Centre d'optique photonique et laser. Son nom en dit long sur ce qu'on y retrouve et on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. On retrouve aussi sur le campus quatre pavillons regroupant 2300 chambres, donc les résidences universitaires. Si vous souhaitez y habiter, par exemple, pour l'automne prochain, on vous suggère fortement là, de visiter le site web des résidences et d'aller vous inscrire sur la liste dans les prochaines semaines, en fait, parce que même si vous n'avez pas eu de réponse d'admission, les attributions de chambre se font quand même rapidement dans les prochains mois et sachez que c'est quand même intéressant au niveau du tarif, là. Les étudiants actuellement qui résident aux résidences payent 410 par mois, tout inclus. C'est pour des chambres semi-meublées avec plusieurs espaces partagés, salon, cuisine et salle de réception. La Faculté des sciences et génies, qu'on appelle également la FSG, vous allez m'entendre le dire peut-être à quelques reprises dans la présentation. Donc, en quelques détails, on a une école, l'école d'actuariat, et 12 départements que vous pouvez bien voir ici à l'écran. En fait, vous avez également là, un lien qui va vous être partagé pour tous les programmes d'études qui sont associés à chacun des départements. La faculté, en quelques chiffres, en fait, à l'automne dernier, nous avions 8300 personnes étudiantes. De ces personnes étudiantes, nous en avions 1600 au cycle supérieur. Nous avons au total 99
programme d'études. 61 sont au cycle supérieur. 19 sont au niveau de la maîtrise avec mémoire, ce qu'on appelle la maîtrise de recherche, et 19 au niveau du doctorat. Il y a plus de 250 membres du corps professoral qui sont là pour vous enseigner, vous encadrer pendant vos projets de recherche et qui sont répartis en 65 unités, chaires et centres de recherche. Au niveau de la vie étudiante, on a une vie étudiante très enrichissante. Comme vous pouvez voir, 19 projets et clubs étudiants. Vous voyez plusieurs photos très dynamiques. Je vous en énumère quelques-unes. L'avion Cargo Laval, la formule SAE, Alérion Supermillage, le groupe d'aérospatial GOAL, le véhicule autonome VOL, le projet Chlorophylle, le traitement des eaux Étole, le canot de béton, Alérion, pardon, Baja, Club de développement de jeux vidéo, Génie UL et même différentes activités et nombreux festivals comme le Festival des sciences et génies, la Coupe des sciences et l'Épreuve du Nord. Donc, une vie étudiante, pardon, très dynamique et enrichissante. Au niveau des services étudiants, rapidement, simplement pour vous dire qu'il y a différents services qui sont là pour vous si vous en avez besoin en cours de vos études. Donc, n'hésitez pas là, à faire appel aux services s'il y a lieu. Maintenant, le cœur de la présentation, donc les 12 axes de recherche qu'on appelle également les pôles, pas les pôles, pardon, mais les pôles d'excellence en recherche. Alors, vous les voyez ici, on a les 12 pôles qui sont identifiés. On va aller en détail pour chacun d'eux. Et on a quelques liens là, qui vous sont partagés pendant la présentation. On va arrêter en fait sur un de ces liens-là, celui qui s'appelle l'index des classes. Donc, simplement pour vous montrer là, la page web qui est très bien fait. Donc, vous avez l'index des classes qui est bien identifié. Si on descend, on a un petit fil de recherche qui peut être facile à utiliser. Et soit par ordre alphabétique ou encore en utilisant le moteur de recherche. Par exemple, ici, on choisit système d'apprentissage et adaptatif. On tombe sur toute la liste des professeurs qui vont toucher à ce sujet. Et après, vous n'avez qu'à sélectionner le ou les profs que vous voulez en savoir un petit peu plus. Et ça va vous permettre d'aller en détail. D'ailleurs, la prochaine diapo va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà, ici, on est sur la page de Audrey Durand. Donc, Audrey, on voit qu'elle est professeure adjointe au département, en fait, dans deux départements. On voit qu'elle est actuellement en recherche, donc d'étudiants ou d'étudiantes pour ses équipes de recherche. On voit un petit peu sa biographie ici, donc son parcours académique, ses intérêts de recherche, et un petit peu plus en détail, tous les domaines de recherche dont elle touche avec ses projets de recherche. Donc, ça, c'est une source d'information importante pour vous. Et finalement, les coordonnées si vous souhaitez entrer en contact avec elle directement. Maintenant, le premier pôle, c'est les données et l'intelligence artificielle. Donc, la résolution de problèmes complexes en utilisant toute l'information disponible ainsi que la puissance de calcul des ordinateurs a décuplé ces dernières années. Que ce soit nos actuaires qui font de l'analyse de risques, nos mathématiciens spécialistes de la modélisation, nos ingénieurs qui développent la robotique ou nos informaticiens experts en intelligence artificielle, ils ont tous un objectif en commun, c'est d'utiliser finalement les données de façon optimale et surtout éthique. Donc, le premier domaine de recherche, c'est l'apprentissage automatique qu'on appelle également le machine learning. Donc, les méthodes qui permettent à un ordinateur d'acquérir des connaissances et des aptitudes en traitant des données dans le but de remplir des tâches complexes. Par exemple, que ce soit pour la reconnaissance vocale, faciale, les traductions automatisées. On a d'ailleurs deux centres de recherche qui s'y intéressent. Les données massives, donc Big Data, c'est des méthodes pour que l'ordinateur puisse rassembler et analyser des données afin d'en tirer des conclusions fiables. On utilise la neurobiologie computationnelle, la logique mathématique et l'informatique. Les applications sont variées, comme en médecine pour diagnostiquer des maladies, en industrie ou en transport pour les aider à prendre des décisions ou encore pour automatiser des tâches. Finalement, l'échantillonnage et analyse de données, l'abondance de données volumineuses provenant des domaines comme la biologie, l'écologie, la génétique nécessite des nouveaux outils pour les analyser comme l'échantillonnage statistique, les modèles de capture-recapture, les modèles avec effet aléatoire ou les données non standards, par exemple, pour des enquêtes sociales afin d'améliorer les estimations qu'on fait.
Au niveau de la modélisation mathématique multiphysique, ce que ça veut dire, c'est que ça permet de créer des modèles mathématiques en tenant compte de l'ensemble des phénomènes physiques complexes comme l'élasticité, la plasticité, la thermique et les fluides. Et tout ça afin de concevoir des produits de meilleure qualité répondant aux exigences du marché actuel. La théorie du risque, principalement en actuariat, c'est l'évaluation du risque global d'un portefeuille en assurance. Le traitement du signal, principalement ici en génie électrique, donc c'est numérique appelé aux communications, fait appel également à l'électronique et à l'automatique, ainsi qu'aux mathématiques. Et finalement, la vision infrarouge, donc on veut diversifier l'usage de l'infrarouge dans différents domaines comme la télédétection des points faibles d'isolation d'un bâtiment ou encore localiser des victimes dans un sauvetage ou encore étudier des espèces d'animaux qui sortent surtout la nuit. Donc, au niveau des projets de recherche et de l'actualité, il faut savoir que l'Université Laval est un leader. On pilote en fait depuis plusieurs années, depuis 2018, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, qui réunit en fait des professeurs de différentes facultés et de différentes universités. Au niveau de l'assurance, on a deux chaires spécialisées qui sont en collaboration avec une très grosse compagnie d'assurance canadienne qui s'appelle Intact Assurance. Et l'objectif ici est de trouver des façons d'utiliser de la meilleure façon finalement les données massives afin de découvrir les différentes possibilités là, qui pourraient permettre des avancées au niveau de ces différents fournisseurs de services. Et au niveau de l'intelligence artificielle pour la nanoscopie, il faut savoir que ces appareils-là de nanoscopie qui font de l'imagerie sont des appareils qui sont durs à calibrer, qui demandent beaucoup de temps et qui finalement sont pas nécessairement faciles à utiliser. Donc, l'intelligence artificielle permet d'automatiser plusieurs des tâches liées à ces appareils-là et finalement qui améliorent la performance de ces outils. Au niveau des centres de recherche, des unités de recherche, en fait, là, vous voyez, on en a plusieurs. Je ne vais pas les nommer tous, mais si vous avez des questions à la fin, on pourra y revenir. Mais vous voyez quand même qu'on a plusieurs unités de recherche qui sont associées à l'intelligence et à l'intelligence artificielle et données. Au niveau des écosystèmes nordiques, il faut d'abord mentionner là, que la nordicité est une majeure au sein de la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval. D'ailleurs, on construit actuellement un centre d'études nordiques sur le terrain, là, sur le campus universitaire, qui va être opérationnel dès l'automne 2025 et qui regroupera plusieurs disciplines d'études afin de créer une synergie autour de l'étude du Nord. Donc, dans les domaines de recherche, on a les cycles bio-géochimiques. Donc, en fait, on y étudie le rôle des océans dans le contrôle du climat, particulièrement au niveau du CO2. Donc, c'est très pertinent, comme vous savez, en cette ère de réchauffement climatique. Les impacts des changements climatiques sur les environnements terrestres et aquatiques, ben, on étudie les impacts effectivement de ces perturbations sur la désynchronisation de la chaîne alimentaire grâce à des suivis qu'on fait à long terme. Donc, à chaque année, on retourne aux mêmes endroits là, pour faire des suivis au niveau là, des océans. La modélisation des processus écologiques, donc créer des modèles numériques à l'aide de mathématiques et de l'informatique afin de pardon, pas de décupler, pardon, mais d'étudier l'effet de la lumière, de la température ou des nutriments sur les planctons et les poissons. Au niveau de l'océanographie, c'est une combinaison de plusieurs disciplines comme la biologie, la chimie, la géologie et la physique pour étudier plusieurs aspects de l'océan. Ici, c'est important de mentionner qu'on collabore avec plusieurs universités, dont l'Université du Québec à Rimouski, afin pardon, là, de développer des spécificités au niveau de ces études-là. Donc, on offre d'ailleurs le doctorat, nous, en océanographie. La paléoécologie, donc on étudie les relations entre les êtres vivants qui sont maintenant fossilisés et leur milieu par l'analyse physico-chimique et biologique. Et ici, en fait, on veut en apprendre un peu plus sur les perturbations environnementales qui ont façonné notre ère aujourd'hui. Et finalement, structure et fonctionnement des environnements nordiques continentaux. On étudie les systèmes nordiques au long de l'histoire glaciaire et post-glaciaire pour en comprendre le fonctionnement actuel. Donc, on étudie finalement la biodiversité et les conséquences de ces perturbations. Au niveau de l'actualité, donc à retenir que l'université est encore une fois, l'Université Laval est encore une fois un leader. Notre équipe de professoral à la tête de l'Institut nordique du Québec est très engagée dans le développement durable du Nord canadien.
On a également une équipe de recherche qui est supervisée par un doctorant en biologie qui suit les femelles d'un groupe d'orignaux avec une micropuce et des drones hyper discrets afin de comprendre les comportements pendant la gestation et suivant la naissance, finalement, des petits. On fait ça au niveau de la Gaspésie. Et finalement, ce sont nos chercheurs et chercheuses de la Faculté des sciences et génies qui coordonnent l'ensemble des activités de recherche qui sont réalisées à bord du renommé brise-glace de recherche canadien qui s'appelle Amundsen. Donc, quand on parle de recherche nordique, on va en reparler un peu plus tard, là. Il y a beaucoup, beaucoup de recherche qui se fait à partir de ce gros navire de recherche et qui va passer plusieurs mois dans le nord canadien. Nos différentes unités de recherche, vous pouvez encore une fois les voir. Donc, on pourra y revenir là, si vous avez des questions à la fin de la présentation. Au niveau de l'eau et de l'environnement, le Canada offre un territoire nordique immense dont ses ressources naturelles comme l'eau, la faune et la flore sont menacées par l'urbanisation, l'agriculture et les changements climatiques. Les travaux de recherche ici vont s'intéresser à la gestion, la protection et l'optimisation du traitement de l'eau. Donc, le premier domaine d'étude, c'est la biodiversité. On va étudier les impacts de l'activité humaine sur l'intégrité, la diversité, la santé des espèces marines. Et ici, c'est principalement le domaine de la biologie. On a la biologie de la conservation. Donc, c'est l'étude et la restauration de la qualité des milieux de vie qui ont été dégradés principalement par l'homme. Donc, encore là, c'est des gens qui sont en biologie. On a l'écologie des organismes marins. Donc, c'est l'étude de l'écologie évolutive des macro-algues, des invertébrés, des poissons et des mammifères marins. La gestion de l'eau. Donc, on veut ici gérer l'eau que nous consommons, donc au niveau de sa qualité, sa quantité, son approvisionnement, la gestion également des eaux usées. Donc, on parle ici de génie civil et de génie des eaux. L'hydrogéologie, donc prévenir la contamination, la surexploitation des eaux souterraines. Donc, on veut étudier ici l'écoulement de celles-ci. C'est principalement des personnes étudiantes en géologie et en génie géologique. Et finalement, océan et changement climatique. Donc, on veut étudier les changements sur l'eau dans le nord et sur la vie finalement qui l'habite. Donc, évidemment, c'est principalement des chercheurs-chercheuses en biologie. Donc, au niveau des projets de recherche et de l'actualité, on a une technologie qui est brevetée qui permet de traiter l'eau. Donc, il y a une équipe de recherche ici du département de génie chimique qui utilise des résines de nanomatériaux naturels pour capturer le phosphore et l'azote dans l'eau. On a au niveau des lemmings, donc en fait, c'est des petits rongeurs là, aux dimensions d'une souris qui sont en fait le garde-manger de plusieurs espèces là, d'animaux qui vont migrer vers le nord. Et ben, finalement, leur population, la fluctuation de cette population-là peut indiquer finalement là, différents éléments qui vont faire fluctuer également les populations de ceux qui s'en alimentent. Et finalement, on va scruter les eaux aux îles de la Madeleine. Donc, en fait, il y a une équipe de plusieurs membres du département de géologie et de génie géologique qui étudie les impacts de la montée des eaux sur les eaux souterraines de cet archipel. Et voici les unités de recherche. Donc, vous allez encore là pouvoir nous poser des questions à la fin de la rencontre sur les unités de recherche qui vous intéressent. Donc, maintenant, le prochain pôle, c'est l'énergie et les développements et le développement durable. Donc, que ce soit par la mise au point de procédés minéralurgiques moins énergivores, par le développement de prototypes de turbines et d'éoliennes plus performants, ou encore des procédés chimiques moins polluants, nos chercheuses et chercheurs s'investissent dans le développement durable. Que ce soit par la chimie verte, ici, on va concevoir des produits chimiques qui utilisent ou produisent peu ou pas de matières dangereuses. Donc, la catalyse est au cœur de la chimie verte. L'efficacité énergétique, donc on a plusieurs mesures technologiques qui peuvent nous y amener, comme les fenêtres à haut rendement énergétique, la géothermie, les chauffe-eau solaires. Donc ici, c'est principalement du domaine du génie mécanique et du génie industriel. On a également des gens qui vont étudier l'électrification des transports. Donc encore plusieurs défis sont à relever pour électrifier les transports, entre autres le stockage d'énergie. Donc, ça va être ici le génie électrique, le génie informatique et même du génie mécanique qui va se pencher sur cette question. Au niveau des énergies renouvelables, actuellement, l'éolien et le solaire, on le vend dans les voiles. Cependant, la transition vers ces énergies repose en partie sur l'innovation technologique, donc des matériaux avec une plus grande capacité, en fait, des matériaux dont on est capable de produire à plus grand volume. Donc, ici, on parle de domaines comme la chimie, la physique et le génie industriel.
Et finalement, au niveau de la récupération et valorisation des ressources, donc comment finalement on peut transformer les résidus industriels et miniers en produits à haute valeur ajoutée. Donc ici, on parle de génie chimique, de chimie et évidemment du génie minier. Je vais me permettre une petite gorgée d'eau. Donc, au niveau de l'optimisation d'énergie des bâtiments pour le confort des usagers, là, on a une équipe de chercheurs en génie mécanique qui a développé des capteurs qui permettent de faire des analyses en temps réel des différents systèmes mécaniques dans les bâtiments afin d'en optimiser l'utilisation et aussi le confort finalement des usagers. Puis au niveau là, des capteurs pour les emballages alimentaires intelligents, donc on a également une équipe de chercheurs combinant là, finalement la chimie, la physique et le génie électrique là, qui ont développé des capteurs imprimés pour pouvoir faire une meilleure traçabilité finalement là, des emballages alimentaires. Nos unités de recherche, vous les voyez ici. Même chose, on va y revenir à la fin de la rencontre si vous avez besoin de plus de précision. Et maintenant, au niveau de l'optique photonique et laser, voici les domaines d'études. Donc, l'optique photonique et laser, c'est un secteur de pointe dont l'Université Laval est un leader incontesté. Je vous ai présenté tantôt, là, on a vraiment un pavillon complet qui est dédié à l'étude de ce domaine-là. On a plusieurs membres de l'équipe professorale associée à ce pôle qui sont à l'origine de percées scientifiques majeures. Leur expertise en fibre optique, en matériaux photoniques ou en communication optique révolutionne la médecine, les télécommunications et même l'agriculture. Plus spécifiquement, le biophotonique, là, c'est le secteur qui est en plein essor puis qui est au cœur de l'imagerie et du diagnostic médical, que ce soit par la création d'outils analytiques ou encore de thérapies d'intervention. Au niveau de la communication optique, on veut augmenter la capacité et la rapidité des réseaux par des modulations complexes du routage optique ou en augmentant l'efficacité énergétique. Et ici, c'est du génie électrique. Les lasers et impulsions brèves, ce sont des lasers compacts, polyvalents et très fiables pour de l'usinage, le perçage et la découpe, mais on peut même l'utiliser en microchirurgie. Donc ici, c'est de la physique. Les matériaux photoniques, donc c'est la base de plusieurs technologies. On s'y intéresse ici principalement là, pour la transparence des matériaux optiques et c'est évidemment de l'ordre du domaine de la physique. Et finalement, optique guidée et fibre optique. Donc on cherche à optimiser les réseaux de communication, à améliorer les dimensions des ondes lumineuses utilisées dans le transport de l'information, donc à être plus efficace à ce niveau-là. Et ça, ici, c'est du génie électrique. Donc, au niveau des projets de recherche actualité, donc au niveau de la nouvelle génération d'appareils pour détecter le cancer, donc on a une nouvelle technologie qui a été développée par une équipe de recherche en chimie qui permet de dénombrer des cellules présentes, qui présentent, pardon, certaines caractéristiques, entre autres cancéreuses, pour améliorer finalement les diagnostics. Au niveau du microscope multiphoton qui détecte des nouvelles neurones. Encore là, on a, en collaboration cette fois-ci avec l'Université d'Oxford en Angleterre, on a une équipe de chercheurs et chercheuses pilotée par notre faculté qui ont découvert une nouvelle classe de neurones impliquée dans la mémoire. Donc, on est en train de faire des avancées à ce niveau-là. Et finalement, au niveau des composantes électroniques qui révolutionnent l'intelligence artificielle, on a une équipe de génie électrique et génie informatique qui travaille actuellement sur des systèmes de communication optique en intégrant des circuits électroniques à haute capacité qui permettent finalement d'être plus performants au niveau de l'intelligence artificielle. Et finalement, ben, vous voyez ici là, les unités de recherche. Donc, on en a encore là plusieurs avec lesquelles on collabore et plusieurs dont on va être les gens, là, ben, les chercheurs qui vont être, qui vont piloter finalement ces unités de recherche. Les procédés et propédeutiques. Donc, l'ère de la quatrième révolution industrielle est arrivée. L'intelligence artificielle, évidemment, est incontournable dans la prise de décision de la production et peut même permettre au client de personnaliser son produit en direct. On est vraiment rendu là. Donc, la modélisation et simulation de systèmes complexes et des mathématiques qui permettent d'innover sur le plan industriel en créant des modèles qui s'appliquent en simulation numérique. Vous comprendrez que c'est des maths et c'est une façon finalement peu coûteuse de faire des simulations et de la planification. On a également des modèles virtuels et optimisation des procédés industriels. Ici, c'est plus au niveau du génie chimique. On utilise des modèles virtuels fiables. On optimise en continu la production et la qualité de produits. Et finalement, l'optimisation des réseaux logistiques. Donc, nos chercheurs développent des systèmes logiciels pour coordonner toutes les activités d'une industrie et ainsi traiter et analyser en temps réel la masse de données produite. Donc, ici, c'est de l'informatique, du génie logiciel et du génie industriel.
Donc, au niveau des nanomédicaments, on a des ingénieurs ici en collaboration avec Polytechnique de Montréal au niveau du génie chimique qui ont travaillé très fort finalement là, pour avoir des médicaments, des nanomédicaments finalement qui sont développés mais de façon industrielle, donc rendre l'efficacité de production plus grande au niveau des processus manufacturiers. Donc, on a vraiment un lab-usine ici à l'Université Laval là, qui est en pleine construction. Donc, c'est une nouvelle unité de recherche là, qui s'appelle lab-usine, qui va permettre aux entreprises de fabriquer sur mesure à coût égaux à une fabrication de grande série. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, ici, on va fabriquer des petites roulottes. Les clients vont pouvoir décider de ce qu'ils veulent, le format, les différentes caractéristiques à l'intérieur, et la production va se faire au même coût que si la personne avait acheté une roulotte là, de grande série. Donc ça, c'est une révolution là, qui est très importante au niveau industriel. Donc, voici les centres de recherche et celui dont je vous parle, la Labusine, c'est le dernier au bas de l'écran, là. Donc, l'unité mixte de recherche sur les systèmes manufacturiers innovants. Maintenant, au niveau des ressources naturelles. Donc, un défi majeur s'impose de plus en plus, hein. Donc, c'est assurer une saine gestion des ressources fauniques, végétales et minérales dans notre vaste territoire. Donc, l'évolution des risques environnementaux associés à l'utilisation du territoire et son exploitation. Donc, on veut ici mieux gérer les risques environnementaux associés au déversement de produits chimiques. Donc, les chercheurs vont caractériser la nature des polluants et même des milieux qui ont été pollués. Donc, ici, c'est de la chimie, c'est de la géologie et c'est du génie des eaux. Au niveau de la culture, aquaculture, agroforesterie et apiculture, donc on a des experts en biologie qui se penchent sur l'amélioration de la survie des espèces exploitées pour en assurer leur pérennité et diversité. Finalement, la conception d'exploitation d'ouvrages miniers, donc par la géomécanique, nos chercheurs et chercheuses optimisent la séquence d'extraction du minerai tout en mesurant les risques afin d'optimiser la sécurité des travailleurs. Donc ici, c'est du génie des mines. Finalement, au niveau de l'exploration minérale, donc l'innovation des nouvelles méthodes d'exploration comme la télédétection hyperspectrale infrarouge permet de caractériser les sols et leurs valeurs minières. Donc ici, c'est du génie géologique et de la géologie. La géophysique, donc plusieurs méthodes sont utilisées en génie géologique comme le gravimétrie, la géomagnétisme, pardon, et la conductivité électrique pour finalement là, faire différents relevés finalement là, des sols. Donc évidemment, ici, c'est du génie géologique et de la géologie. La gestion et conservation de la faune, donc plusieurs chercheuses et chercheurs se concentrent sur la gestion des populations animales en favorisant leur reproduction et leur équilibre écologique tout en maintenant les avantages qu'ils procurent aux humains. Donc ici, c'est de l'ordre de la biologie et de la microbiologie. Et finalement, le traitement du minerai, donc plusieurs étapes, qu'on pense à la fragmentation, le triage ou le lavage. Donc, comment on peut rendre ces processus-là plus efficaces et évidemment moins polluants. Donc, ici, la modélisation est souvent utilisée. Donc, ça va être autant des mathématiques, du génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Donc, les projets et activités, pas pardon, activités, mais actualités. Donc, la sécurité publique sollicite notre expertise sur les glissements de terrain. Donc, on a le gouvernement du Québec qui a mis sur pied un programme de recherche sur les risques naturels de glissement. Puis, il y a 4 projets de recherche là, ici à l'Université Laval, la Faculté de sciences et génie, là, qui ont été mis sur pied, qui recoupent finalement le génie civil, la géologie et le génie géologique. On a monitoré finalement les caribous là, pour en assurer la survie dans le nord du Québec depuis plusieurs années. Maintenant, la chasse est interdite, mais cette espèce de cervidé est euh, était finalement en voie d'extinction. Finalement, on va suivre avec des micro-caméras qui sont au cou des femelles. On va suivre finalement un peu l'évolution du troupeau. Donc, ça va permettre de voir la naissance des petits et voir comment cette population-là grandit pour éventuellement là, voir si on peut réintroduire l'autorisation finalement aux chasseurs de pouvoir chasser cette espèce. Et finalement, la biologie peut influencer les décideurs et les décideuses. Bien, évidemment, il y a souvent des éléments d'actualité là, qui finalement, ou des gros projets là, qui vont menacer certaines espèces. Donc récemment, d'ailleurs, on a un chercheur en biologie qui est intervenu pour protéger une espèce de poisson qui était spécifiquement distribué pardon, dans le port de Montréal, donc qui était menacé par le développement là, d'installations portuaires. Donc ça peut être aussi de l'ordre là, de la biologie d'intervenir dans ce contexte-là. Donc, voici les différentes unités de recherche.
Maintenant, la robotique et l'environnement intelligent. Donc, créer et développer des technologies du futur, c'est le quotidien de plusieurs équipes de recherche ici en génie électrique, en génie mécanique, en informatique et en génie logiciel. Par exemple, au niveau de l'aérospatial, on utilise la simulation pour améliorer la production des pièces et satisfaire aux exigences très, très serrées de l'ingénierie aérospatiale. Ici, ça va être du génie aérospatial et du génie mécanique. La perception artificielle, donc créer des capteurs avancés qui permettent aux robots mobiles de percevoir les objets et les gens autour d'eux. Donc ici, c'est de l'informatique et du génie logiciel. La robotique et la mécatronique, donc dans le transport et la santé, les robots collaboratifs démontrent leur utilité. Il faut évidemment les améliorer avec des processeurs, des capteurs et les avancées de l'intelligence artificielle. Finalement, la vision artificielle 2D et 3D et réalité virtuelle. Donc, on relève les défis que présente l'intégration de l'intelligence artificielle au capteur et tout ça en essayant de rendre ça accessible le plus possible pour les utilisateurs moins initiés. Donc, au niveau de l'apprentissage profond pour sélectionner les arbres, on a une équipe de recherche en informatique et en génie logiciel qui a développé un système intelligent qui permet de reconnaître les espèces d'arbres seulement à partir d'images de leurs écorces. Donc, c'est très utile dans l'industrie forestière où il faut sélectionner les arbres avant de les abattre. On a amélioré aussi la dextérité là, d'une main robotisée. Donc, c'était un défi jusqu'à maintenant là, de pouvoir prendre des petits objets avec une main robotisée et de ne pas les abîmer. Donc, c'est un défi maintenant qui est relevé par une équipe de recherche en génie mécanique. Et finalement, on a un projet de recherche là, qui a permis d'aider les enfants avec une déficience motrice. Donc, euh, en collaboration évidemment avec des chercheurs en réadaptation physique, on a créé un logiciel qui est capable d'analyser et de reconnaître en temps réel les mouvements d'une personne. Donc ça, c'est une grande avancée là, finalement en rééducation. C'est finalement du génie mécanique et de la robotique. Donc voici les différents centres de recherche et laboratoires. Donc j'espère que c'est pas trop dur à digérer. On enchaîne, on a presque la moitié là, de la présentation de fait, ça va bien. Et sachez que ça va nous fera plaisir de répondre également à vos questions là, à la fin de la rencontre. Donc au niveau de la santé et des sciences biomédicales. Donc, plusieurs de nos équipes de recherche en sciences et génie ont choisi de mettre leurs connaissances au profit du mieux-être des gens, entre autres par l'assistance technique et robotique, pardon, et réadaptation. Donc, plusieurs approches, euh, dans le fond, sont mises de l'avant par la réalité virtuelle, donc la robotique et la simulation cérébrale, afin de permettre aux personnes en situation de handicap de retrouver une certaine autonomie, pardon. Donc, on parle ici, entre autres, du génie mécanique. Les biomatériaux, donc les stimulateurs cardiaques, les cathéters, les tendons artificiels, sont souvent de nature synthétique et encore maintenant là, de plus en plus de nature naturelle. Donc, nos chercheurs ont pour but là, de limiter l'incompatibilité des biomatériaux avec l'organisme humain. Il y a entre autres même du génie des mines là, dans ce domaine-là, puisqu'on utilise des nouveaux matériaux. Au niveau des neurosciences, que ce soit pour mieux comprendre les causes des maladies psychiatriques et neurologiques ou encore aux mécanismes de communication neuronale, nos équipes de recherche développent des instrumentations biomédicales de haute précision. Donc, on pense ici au génie électrique et au génie informatique. Au niveau de la qualité de l'air, on a les travaux scientifiques qui visent à élaborer, valider des outils et des méthodes de prélèvement et de caractérisation afin de mesurer les contaminants chimiques présents dans l'atmosphère. Et ici, c'est de la microbiologie. Les technologies biomédicales, donc notre centre d'optique photonique et laser, donc le COPL, est au cœur de la création et de l'amélioration des technologies biomédicales, qu'on pense à l'imagerie médicale, la radiothérapie, les appareils de santé ou encore les biocapteurs. Et ici, c'est vraiment des gens qui sont en physique. Et finalement, la thérapie cellulaire et médecine régénératrice. Donc, on utilise la force naturelle des cellules humaines. Il est possible même finalement de réparer certains tissus. Donc, on produit des tissus 3D grâce au génie tissulaire. Donc ici, c'est du génie chimique. Donc, on vise à prévenir, entre autres, les problèmes respiratoires des travailleuses et des travailleurs dans le domaine porcin. Au Québec, on produit beaucoup de viande porcine. Donc, on a une équipe de recherche en microbiologie qui a permis de mettre en place un protocole permettant de diminuer l'exposition aux différents pathogènes présents dans les porcheries du Québec, donc qui permet finalement aux travailleurs d'être plus en sécurité quand ils vont travailler.
Et on a un vaccin contre le sida qui est produit à grande échelle grâce à nos laboratoires. Là, j'ai écrit dans nos laboratoires, mais maintenant, ils sont produits à l'extérieur. Donc, c'est des chercheurs ici de génie chimique qui ont travaillé sur ce procédé-là qui permet maintenant de fabriquer à grande échelle ce vaccin, qui est évidemment très pertinent. Au niveau des unités de recherche, encore une fois, vous voyez, on en a plusieurs avec lesquelles on collabore ou encore qu'on pilote. Donc, les sciences des matériaux. C'est une des sciences qui a le vent dans les voiles. Les nouveaux matériaux composites aux propriétés spécifiques ont des utilités dans plusieurs secteurs d'activité. Qu'on pense ici évidemment à la production d'aluminium. Donc, on veut augmenter l'efficacité énergétique des procédés de fabrication. Puis ça, c'est un enjeu crucial pour que notre industrie demeure compétitive et diminue son empreinte écologique. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir là, qu'au Québec, on est un des principaux producteurs d'aluminium. Et ici, ça va être le domaine du génie des mines, des matériaux et de la métallurgie. Les matériaux et produits pardon, innovants avec une masse volumique plus faible que que les métaux. Ce sont des nouveaux matériaux là, qui sont très utilisés, mais le défi, en fait, c'est de relever, d'être capable de se permettre de produire avec des coûts moins élevés et de réussir éventuellement à recycler ces matériaux. Donc, c'est du génie civil, du génie des mines, du génie chimique qui se penche sur cette question. Macromolécules synthétiques et naturelles. Donc, l'enjeu ici, c'est d'intégrer des matières naturelles comme la cellulose pour remplacer des matières synthétiques comme le plastique dans la fabrication de nouveaux matériaux. Donc, ici, on a des gens en chimie qui vont étudier cette question. La gestion durable des infrastructures. Donc, les chercheurs modélisent les comportements des structures urbaines afin de prévenir les impacts liés aux déformations d'origine thermique ou hydrique. Donc, ici, c'est du génie civil. Au niveau du génie biomédical, donc concevoir des matériaux synthétiques, hybrides ou biologiques pour régénérer des tissus ou des organes. Donc, c'est du génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Les géomatériaux, donc c'est à l'intersection ici des sciences de la Terre, de l'environnement, de la physique et de la chimie. La recherche se penche en fait sur la structure et les propriétés des matériaux du sol et artificiels. Donc ici, on est vraiment en géologie. La dynamique des fluides, donc plusieurs paramètres sont étudiés comme la vitesse, la viscosité, la densité, la pression, la température afin d'améliorer des processus industriels, euh, par exemple aussi le traitement des eaux usées. Donc, c'est du génie chimique. Et finalement, les nanomatériaux, donc issus d'une collaboration de plusieurs groupes de recherche, la caractérisation avancée des nanomatériaux permet de les adapter à différentes applications industrielles. Donc, ici, c'est de la chimie et du génie chimique. Donc, des matériaux naturels pour remplacer les polymères toxiques. Donc, on a, en fait, les polymères, on le sait, sont utilisés à très grande échelle. Par exemple, les résines d'époxy, les polycarbonates ou les polyuréthanes. On voudrait les remplacer par des monomères, donc des matériaux naturels développés dans un laboratoire ici, à l'Ancience et Génie. Donc, c'est du génie chimique. Et ça, on a un projet super intéressant, là, la station mobile pour mesurer la dégradation des structures. On sait qu'au Québec, entre autres, les structures routières sont très, très affectées là, par les changements climatiques et par l'utilisation, entre autres, d'abrasifs. Donc, on a une station là, qui a été développée, une station mobile. C'est comme une petite remorque avec différents capteurs pour bon, finalement monitorer le trafic, les précipitations, le vent, la température, l'ensoleillement et l'usage d'abrasifs. Et tout ça pour prédire la durée de vie restante des structures. Donc ici, c'est du génie civil. Vous voyez également là, nos unités de recherche dans lesquelles se fait nos différents projets de recherche. Au niveau des sciences fondamentales, on en a quand même plusieurs. Donc, à la base des inventions technologiques puissantes, les découvertes réalisées en sciences fondamentales par nos équipes contribuent au progrès intellectuel. Qu'on pense à l'algèbre et théorie des nombres. Donc, ici, c'est plutôt au niveau des mathématiques. Donc, c'est l'étude des nombres entiers afin de résoudre des problèmes complexes. La théorie spectrale, donc, c'est appliquer des théories à des technologies telles que les systèmes de contrôle ou la compression de données afin finalement là, d'optimiser finalement ces différentes applications-là. Donc, c'est des mathématiques et de la statistique, pardon. Physique théorique, donc comprendre finalement l'univers à l'aide de meilleurs instruments scientifiques. Évidemment, c'est du domaine de la physique. Géophysique, donc les méthodes physiques appliquées à l'étude de la Terre, donc intersection entre la géologie, la physique, les mathématiques et l'informatique.
La géochimie, donc on utilise des concepts et des outils de la chimie pour étudier la Terre et les sédiments. Donc c'est de la géologie et de la chimie. La génomique, donc c'est l'étude du génome d'une espèce. On peut, entre autres, comprendre le rôle du bagage génétique dans le développement des maladies chroniques. Ici, c'est de la biochimie et de la microbiologie. Écologie environnementale, donc c'est l'étude du comportement animal en milieu naturel, donc évidemment, c'est de la biologie. L'étude, l'éducation, pardon, mathématique. Donc ici, on veut réfléchir sur la formation en mathématiques des enseignants du primaire, du secondaire et du collégial. Donc, c'est évidemment du domaine des mathématiques. La chimie quantique, donc branche de la chimie théorique, elle permet d'étudier le processus chimique qui fait progresser finalement la chimie moderne. Donc, c'est de la chimie. L'astrophysique, donc que ce soit par l'étude de l'évolution des étoiles, de la physique solaire, des exoplanètes, nos équipes de recherche en physique continuent d'y faire des découvertes importantes, donc c'est de la physique. Et finalement, l'analyse mathématique, donc c'est l'étude des phénomènes continus qui touchent à plusieurs domaines, donc l'analyse complexe, harmonique et fonctionnelle, et ça contribue aussi au développement des autres sciences, donc on parle ici évidemment de mathématiques. Donc, au niveau de l'hybridation de levure qui peut créer de nouvelles espèces, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait des études récemment là, sur l'hybridation de certaines variétés de levure, puis ça a démontré que naturellement, elles produisent une certaine diversité qui va même jusqu'à former de nouvelles espèces. Et ça, c'est bon pour finalement, là, je dirais, renforcer finalement certaines espèces là, de végétaux. Donc ici, c'est la croisée entre la biologie, la biochimie et la microbiologie. Et saviez-vous finalement que la bosse des maths n'existe pas? En fait, nos mathématiciens travaillent à vulgariser les mathématiques et s'entendent sur le fait que c'est le travail acharné qui explique le succès en mathématiques et non finalement la science infuse des mathématiques. Nos différentes unités de recherche que vous pouvez voir ici et pour lesquelles on pourra répondre à vos questions à la fin de la rencontre. Les systèmes biologiques. Donc, l'étude des systèmes biologiques permet de mieux comprendre la nature et ses effets sur la santé humaine, qu'on parle d'écologie, de virologie, industrie et de l'industrie alimentaire. Donc, la biologie des systèmes, c'est la compréhension des systèmes biologiques par l'étude des relations entre les différentes parties d'un système. Et ici, c'est de la biochimie et de la microbiologie. La biologie des virus et bactériophages, donc ça permet de mettre au point des thérapies pour traiter certaines maladies. La bioinformatique, donc c'est l'analyse des données issues de l'information génétique comme l'ADN ou dans différentes protéines. Donc ici, c'est le croisement entre l'informatique, le génie logiciel et évidemment la bioinformatique. La génomique comparative et évolutive, donc c'est comprendre les effets de la sélection naturelle sur l'organisation et l'évolution des génomes. Donc c'est de la biologie et de la microbiologie. La génomique fonctionnelle, donc c'est mieux comprendre la fonction biologique des gènes d'une cellule, donc c'est de la biologie et de la microbiologie. Structure et fonction des protéines, donc afin de mieux comprendre les dysfonctionnements des organismes, afin de développer de nouveaux agents thérapeutiques et matériaux biodégradables. Et ici, on parle de chimie. Et finalement, l'interaction hôte-parasite, donc on veut mieux comprendre les interactions qui présentent un intérêt pour l'écologie évolutive, la santé et l'agriculture. Donc ici, c'est de la biologie. Donc, on analyse effectivement là, des mutations de très près. Donc, on a un groupe de chercheurs en biologie qui va bientôt présenter ses résultats après une étude de 7 ans sur les différentes mutations génétiques chez l'humain. Donc, on a hâte de voir les résultats là, qui vont être à surveiller bientôt dans les différentes revues scientifiques. Et finalement, une solution chimique pour aider les organismes vivants. Donc, on a une substance qui a été produite qui est habituellement produite là, par les organismes vivants pour se protéger des infections, qui a réussi à être reproduit grâce à un procédé chimique. Donc ça, c'est une grande avancée également. Les différentes unités de recherche pour les systèmes biologiques sont ici. Donc ça termine, je dirais, les différents pôles d'excellence. Je vous informe pour les gens qui voudraient déposer une demande d'admission. Donc, la date cible pour nos programmes de recherche, c'est le 1er avril 2005. Quand on parle de date cible, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, euh, sachant pour les gens qui viennent de l'international que vous avez différentes démarches d'immigration à faire pour débuter vos études, par exemple à l'automne 2025, il ne faut pas dépasser cette date cible pour être capable de faire les autres démarches. Et pour les étudiants qui ne seraient pas nécessairement issus de l'international, ben, c'est quand même bon aussi parce que
Vous avez différentes démarches à faire là, pour intégrer votre programme d'études, dont trouver votre direction de recherche. Donc, on va vous replacer le lien là, dans le clavardage si ce n'est pas déjà fait. Et pour les gens qui veulent déposer une demande d'admission, n'hésitez pas à aller directement là, sur monportail.luaval.ca pour démarrer votre demande d'admission, si ce n'est que vous pourriez déjà créer votre compte, là, ça ne coûte rien et ça vous permet déjà d'entamer vos démarches. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis conscient que j'ai partagé beaucoup de contenu. On va avoir l'occasion de revenir sur ces contenus-là là, avec les questions. Je vous invite également à consulter notre page web fsg.ulaval.ca et de nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux.